comme vous le verrez, comme vous l'avez entendu dans la presse, donc il devait être un visionnaire puisque cette semaine le prix Nobel est tombé pour les cellules souches. Alors j'en profite pour remercier aussi Hervé Asquin pour avoir sélectionné le sujet, qui est président du Collège Belgique, qui rencontre un succès de plus en plus important. Et Madame Simoun, qui est la secrétaire du Collège Belgique, mais qui est aussi quelqu'un que je côtoie avec Jacques depuis 25 ans dans le cadre du Télévis. Et puis je remercie le professeur Ferrand, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine, où j'appartiens également. Et puis je vous remercie, vous, d'être là pour votre intérêt pour le sujet. Et donc, comme je vous le disais, Jacques devait être un visionnaire, puisqu'il y a 48 heures, deux éminents professeurs là, anglais, donc John Burdon a été nominé pour recevoir le prix Nobel de la paix. Donc il avait démontré déjà il y a 30 ans que l'on pouvait, à partir de grenouilles, à partir de cellules de grenouilles, que l'on pouvait recréer une nouvelle petite grenouille qui était un clone. Donc il y a 30 ans déjà qu'il avait démontré le principe de la réversibilité des cellules matures chez l'animal. Et ce principe a été appliqué pour la petite brebis Dolly dont vous avez tous entendu parler. Alors pourquoi est-ce que Yamanaka a reçu également le prix Nobel? Et je vais vous l'expliquer plus tard. Donc il a découvert pourquoi on pouvait remplacer l'ovocyte, je vais y arriver. Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet de la bioéthique et de l'application et les questionnements que l'on a par des cas cliniques et voir un peu comment, avec votre sensibilité, puisque j'imagine que dans l'Assemblée, il y a des médecins, des non-médecins, des juristes, donc avec vos sensibilités différentes, comment vous vivez toutes ces situations cliniques que l'on vit au quotidien. Et donc, si vous prenez ici un couple d'Italiens, ils ont un premier enfant qui est un enfant qui est porteur d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges extrêmement grave, puisque quand on est porteur de cette maladie, donc on détruit ces globules rouges et on doit en permanence être transfusé. Ces enfants n'ont pas du tout la même espérance de vie, ça donne des tas de complications. Et quand on fait l'enquête génétique, on voit pourquoi ils ont eu un enfant qui était porteur de la drépanocytose. C'est parce qu'ils sont chacun porteurs à 50% d'un gène de la drépanocytose. Et donc, eux ne sont pas malades, mais ils ont fait un enfant malade, puisque si vous vous rappelez la génétique des petites souris, vous héritez des souris blanches et noires, vous avez une chance d'avoir un enfant qui a hérité de deux parties pas malades. Ici, malheureusement, ça c'est l'enfant qui a hérité des deux parties malades, et vous avez 2 chances sur 4 d'avoir un enfant qui sera porteur de la maladie, mais pas malade. Donc, ces parents avaient très très peur d'avoir un deuxième enfant, et donc le gynécologue leur propose effectivement de faire une fécondation in vitro. Une fois que l'ovule est fécondé, on peut aujourd'hui, avec les techniques de génétique, identifier les ovules fécondés qui ne sont pas porteurs, sélectionner les ovules fécondés qui ne sont pas porteurs de l'anomalie génétique, faire l'insémination et puis avoir un enfant qui n'est pas malade. Donc première situation, est-ce que scientifiquement ça vous paraît correct? Ne répondez pas tous à la fois, évidemment. Est-ce que éthiquement ça vous paraît correct? Évidemment. Est-ce que juridiquement c'est permis en Belgique? Absolument. Donc la réponse est oui pour tout. Alors je complique la situation. La maman italienne est porteure du virus HIV. Le papa est HIV, n'a pas le virus du sida. Donc dans ces cas-là, la Belgique permet d'avoir des enfants, mais évidemment on ne peut pas contaminer le mari, donc ça se fait toujours par insémination artificielle pour avoir des enfants, à condition que la maman soit bien contrôlée par le traitement contre le virus. On peut avoir des enfants. Mais donc ces parents, comme vous l'avez vu, sont aussi porteurs, chacun à 50%, d'une anomalie, et donc ils ont un risque d'avoir des enfants qui sont porteurs de la maladie. Comme on doit faire une insémination, le gynécologue propose de plutôt faire l'insémination, de faire une fécondation in vitro, de sélectionner l'ovule qui n'est pas porteur de l'anomalie génétique, de faire une insémination et comme ça avoir un enfant par fécondation in vitro. D'habitude, ça se fait par insémination artificielle quand la maman
a le sida ou un HIV positif. Et donc, elle va accoucher d'un enfant qui n'est pas porteur de la drépanocytose et qui, si la maman prend bien son traitement, ne sera pas non plus porteur du virus. Est-ce que c'est une situation scientifiquement correcte pour vous? Oui. Est-ce que c'est une situation éthiquement défendable? Et est-ce que c'est une situation permise par la loi en Belgique? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, voilà. Alors, je complique encore les choses. Vous avez ici un couple qui n'est pas porteur d'une maladie génétique, mais ils ont une petite fille qui va développer une leucémie aiguë lymphoblastique. Et malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, on guérit énormément d'enfants qui ont la leucémie. On est à 85% de guérison. Mais il y a 15% de ces enfants leucémiques qui vont avoir une rechute et qui ne pourront être traités que par greffe de moelle. Si vous vous rappelez la séance de la semaine passée, une greffe de moelle, ça implique que vous ayez un donneur, donc soit un frère ou une sœur qui, selon les lois de la génétique, est compatible dans le groupe des globules blancs, qu'on appelle le groupe HLA. Le docteur Beguin vous a expliqué tout ça. Malheureusement, cette petite fille n'a pas de frères et sœurs. On fait une recherche dans le registre international, on ne trouve pas de donneur. Et le gynécologue, ou l'hématologue plutôt, dit aux parents, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, peut-être qu'il sera compatible pour avoir un donneur de greffe de moelle pour cet enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une chance sur 4 de nouveau d'avoir un enfant qui est compatible en HLA. Et si les parents font un enfant par les voies tout à fait traditionnelles, ils ont 3 chances sur 4 d'avoir un enfant qui ne pourra absolument pas aider l'enfant malade. Et donc, le gynécologue accepte de faire une fécondation in vitro, où on va sélectionner, cette fois-ci pas sur des tests génétiques de la drépanocytose, mais sur le typage HLA des globules blancs, on va sélectionner l'ovule fécondé qui porte le typage HLA qui est exactement le même que celui de la petite fille malade. À la naissance, on va prélever le cordon. Donc en prélevant le cordon, on ne fait pas du tout de tort au bébé puisqu'on prend le sang du cordon côté placenta. Donc on accouche et avant que le placenta ne soit éjecté, on prend le sang du cordon qui coule et on va utiliser ce sang de cordon pour guérir la petite fille. Est-ce que c'est une situation qui scientifiquement est défendable? Oui. Est-ce que c'est une situation qui éthiquement est défendable? Donc on est ici avec un enfant médicament. Donc, ça dépend effectivement de votre sensibilité. Donc, éthiquement, j'entends des oui et des non. Est-ce que cette situation est juridiquement défendable en Belgique? Il y a quelqu'un qui connaît bien la loi. Et tout à fait. Donc, c'est une situation éthiquement, scientifiquement et juridiquement. Mais je vais vous expliquer qu'en Belgique, on est extrêmement gâtés en termes de liberté, avec tous les garde-fous qui sont mis en place pour aider les patients. Mais donc, bien sûr, cette histoire est arrivée pour la première fois en Angleterre. Tout le monde a crié au scandale, enfants médicaments, utiliser des enfants comme moyen, au contraire au principe de Kant. Et donc, finalement, ça a été considéré comme éthiquement acceptable. Et donc, la Belgique, l'Angleterre et la Suède sont les seuls pays où on peut faire ce genre de travail. Et donc, vous avez entendu que le sang de cordon, le docteur Beguin ou le professeur Beguin, la semaine passée, vous a bien expliqué, était une source de cellules souches qui permet de guérir des enfants leucémiques. Et des cordons et des placentas, on en met à la poubelle tous les jours, des centaines, dans toutes les maternités. Donc, on a développé depuis 1994 une banque de sang de cordon en Belgique grâce au Télévis. Mais il y a bien sûr un débat, puisque ces cordons sont pleins de cellules souches qui peuvent faire du cartilage, qui peuvent faire des cellules hématopoïétiques, qui peuvent réparer des os. Et donc, on a le choix entre soit mettre son cordon de manière anonyme dans des banques publiques avec un financement public, soit mettre ce cordon dans des banques privées avec un financement privé. Alors, quelle est la situation en Belgique? Est-ce que vous pensez que les deux situations existent? Est-ce qu'on n'a que les banques privées ou est-ce qu'on n'a que les banques publiques en Belgique? Donc, on a essentiellement les banques publiques, après s'être battu contre les banques privées, Jacques y compris, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on parle énormément de cellules souches.
mais vous entendez rarement dans la presse parler de bioéthique. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens, ça ne les intéresse pas? Je ne pense pas. Je pense que les gens sont concernés par les problèmes d'éthique, mais quand on parle, ils ont l'impression que c'est un domaine extraordinairement confus, que c'est quelque chose qu'il faut laisser à des experts, et donc finalement ils font confiance à la société et ils ne s'en mêlent pas. Et pourquoi est-ce que la bioéthique est tellement confuse? En fait, la bioéthique n'a rien à voir avec l'éthique qui existe depuis que les hommes existent, et en tout cas depuis Hippocrate, puisque vous connaissez tous la phrase d'Hippocrate, primum non nocere, donc ne pas faire de tort à un patient. La bioéthique n'a rien à voir, et puis l'éthique existe pour d'autres professions, les juristes, les financiers, enfin tous ont leur code d'éthique. La bioéthique s'intéresse plutôt aux vivants. La bioéthique n'a rien à voir avec le code de déontologie. Le code de déontologie, ce sont des règles établies par des médecins pour des médecins. La bioéthique, c'est une discipline qui est à cheval entre la médecine, la génétique, la philosophie, la psychologie, la religion, la sociologie et le droit. Et quand on a créé le comité national de bioéthique en Belgique, c'est vrai que comme médecin, on se dit, mais qu'est-ce que les philosophes vont interférer avec qu'est-ce que les philosophes vont apporter? Et effectivement, dans ces comités, chaque personne apporte sa sensibilité. Et par exemple, on discutait récemment à une réunion du comité consultatif de bioéthique, si quand un patient ou quelqu'un décède et qu'on lui prend ses organes, vous savez que si vous n'avez pas fait opposition, on va prendre vos cornets, votre rein, si vous n'avez pas de cancer, si vous ne prenez pas trop de médicaments, si vous n'êtes pas malade, on va prendre le cœur, le pancréas. Et donc, beaucoup de médecins partaient du principe que si on peut prendre les organes, on peut aussi prendre des organes pour la recherche, puisque le patient ne s'est pas opposé à ce qu'on prenne des organes. Eh bien, il n'y a aucune raison que le patient ne soit pas d'accord que l'on prenne du foie parce qu'on a besoin de foie comme contrôle pour tester des médicaments, ou des cellules myocardiques parce que quelqu'un dans un laboratoire a besoin de cellules contrôle normales pour tester. Et donc, les médecins trouvaient ça tout à fait normal, que notre rôle est de faire progresser la science. Et donc, si les études pour lesquelles on a besoin de matériel humain ont été validées par un comité scientifique, eh bien, c'était normal que le patient qui accepte de donner ses organes accepte de donner pour la science également. Eh bien, les philosophes nous ont démontré noir sur blanc que ce n'était absolument pas vrai et qu'il n'était pas question de partir du principe qu'un patient accepte de donner ses organes, donc ne fait pas opposition, et qu'il a un devoir moral de faire progresser la science. Alors, comment est-ce que les psychologues interviennent? Je pense que là, je ne vais pas trop vous expliquer. Vous avez entendu mon histoire de bébé médicament. C'est certain que dans des situations comme ça, c'est important d'avoir le feedback des psychologues, de voir comment va vivre cet enfant qui a été conçu pour sauver sa petite sœur. Et donc les psychologues, la religion, là, ça se passe de commentaires. Donc il existe toujours des tas de pays qui sont sous l'empreinte de la religion catholique, où on ne peut même pas faire de fécondation in vitro sans se mettre en porte-à-faux avec le Vatican. Il y a des tas de pays où on ne peut même pas imaginer donner un organe ou demander de donner un organe, bien que vous allez voir que parfois, en tout cas dans la religion juive, c'était totalement interdit, mais maintenant, donc, le grand rabbin a demandé qu'ils acceptent de donner des organes pour sauver des vies, même si c'était contre la Torah. Alors les sociologues, eh bien, les sociologues, ils nous ont expliqué que éthique et morale, ce n'est pas la même chose. Pour moi, éthique et morale, c'était quelque chose de très proche, et en fait, pour les sociologues, ce n'est pas du tout la même chose. La morale, ce sont des règles qui gèrent les relations entre les individus, qui font que la société a un équilibre, et qui sont donc des règles contraignantes pour un sociologue. L'éthique, par exemple, c'est quelque chose qui ne sera jamais accepté par 100% des individus dans une société. Chacun a sa sensibilité et chacun a une conception différente. Vous l'avez vu déjà dans la salle avec les exemples que je vous ai montrés. Le droit, bien sûr, le droit est important. Et par exemple, en matière d'embryon, quand vous commencez à discuter avec des juristes, le juriste, il vous répond d'abord, la loi s'applique à quelqu'un qui a une personnalité juridique. Alors, est-ce que l'embryon est une personnalité juridique? Pour un juriste, donc, une personne, c'est quelqu'un qui est né, qui est vivant. Et donc, on a essayé effectivement de mettre
la personne juridique à la naissance. Et puis on a, aujourd'hui, comme on sait qu'un enfant est viable à 24 semaines, cette frontière recule et donc les lois doivent s'adapter à nos connaissances. Et donc la législation, effectivement, est importante, mais vous allez voir, elle suit presque toujours en Belgique les avis du comité consultatif de bioéthique quand il s'agit de problèmes de bioéthique. Alors je dois aussi faire un tout petit peu d'histoire, d'où vient le fait que la société est tellement concernée par les problèmes de bioéthique. Eh bien, c'est après Hiroshima, où on s'est rendu compte que le progrès de la science, ce n'est pas toujours le progrès pour l'humanité. Et après, donc, toutes les exactions des médecins nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a eu une grosse prise de conscience. Et il y a eu, en 1947, le Code de Nuremberg qui a établi 10 règles, qui sont les 10 règles sur lesquelles on s'est basé pour condamner les médecins qui avaient fait des expérimentations tout à fait démesurées, sans consentement. Et donc, ces 10 règles, ce sont toujours la base de nos règles éthiques aujourd'hui. Quand on fait de l'expérimentation, le patient doit être informé, le patient doit être capable de donner son avis, le patient doit pouvoir se retirer à tout moment, le médecin qui fait l'expérience doit être compétent, l'expérience doit être considérée comme valable scientifiquement pour la société, et un comité indépendant de plusieurs personnes a dû donner son aval. Donc ces 10 critères sont la base de notre application, mais c'est très rare aujourd'hui qu'un juriste ou même un médecin fasse référence au Code de Nuremberg, mais c'est quand même la première étape. Alors aux États-Unis, ils sont interpellés par ce qui se passe en Europe, parce que aux États-Unis, dans les années 60, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les prisonniers pour faire des tas d'expériences, et donc ils sont en train d'injecter des syphilis à des prisonniers qui sont en prison à vie pour tester des médicaments. Ils font d'autres expériences, et donc en entendant ce qui se passe en Europe, ils se disent « oh là là, on n'est pas dans les règles éthiques ». Et donc c'est eux qui vont lancer ce qu'on appelle l'informed consent, donc c'est un consentement informé, qui veut dire que le patient est informé, on s'assure qu'il a été informé, qu'il a compris, et qu'il a donné son consentement, et donc vont s'arrêter ces expériences qui se faisaient à l'époque aux États-Unis parfois sur des handicapés, des gens incapables de donner leur avis, et aussi surtout sur des prisonniers. La notion de bioéthique, donc qui est l'éthique qui s'occupe de tout ce qui est cellules vivantes, apparaît dans les années 60-70 avec tout ce qui tourne autour des avortements thérapeutiques, la procréation médicale assistée, la contraception, les stérilisations. Donc c'est dans ces périodes que l'on commence à parler beaucoup de bioéthique. Alors une autre étape importante est la déclaration d'Helsinki. Donc en 1964, donc des médecins du monde entier établissent alors un règlement mondial avec 37 articles qui ont déjà été revus 4 fois depuis cette déclaration d'Helsinki. La dernière déclaration date de 2000. Et donc ça, c'est la protection de l'individu, mais on l'a élargi maintenant à la protection des animaux dans le cadre de l'expérimentation et à la protection de l'environnement. Donc c'est devenu vraiment une déclaration internationale qui est retenue, implémentée dans toutes les lois, avec cette fois-ci non pas 10, mais 37 articles à respecter. Et quelque chose qui a changé, par exemple, c'est dans le Code de Nuremberg, si un médecin pouvait faire une expérience sur lui-même. Maintenant, c'est terminé. Aujourd'hui, si un médecin a une bonne idée, qu'il veut la tester, eh bien, la déclaration d'Helsinki interdit à un médecin de faire l'expérimentation sur lui. Donc, suite à toutes ces prises de conscience, vont se créer les comités d'éthique. Et donc là, je peux dire que c'est à l'Institut Bordet qu'en Belgique, on a eu le premier comité d'éthique en 1974. On avait Henri Tagnon qui faisait de la recherche avec des nouveaux médicaments dans le cancer. Vous savez, dans les années 70, on n'avait pas beaucoup de traitements pour le cancer, donc il y avait beaucoup d'expérimentation. Et donc le professeur Tagnon avait mis en place un comité d'éthique à l'Institut Bordet. Plusieurs comités d'éthique ont été créés ensuite à l'image des États-Unis dans plusieurs universités et hôpitaux de Belgique, mais ce n'est qu'en 1994 qu'on a vraiment une loi qui a régi l'obligation de passer par les comités d'éthique et le fonctionnement des comités d'éthique. En parallèle à cette loi sur l'installation des comités d'éthique, donc se met en place un comité consultatif de bioéthique belge, donc qui rassemble, comme je vous l'ai dit, des philosophes, des psychologues, des médecins, des généticiens, des juristes. Et c'est extrêmement important parce que cette plateforme vraiment essaye de rassembler toutes les sensibilités
Et si quelqu'un veut changer une loi, souvent, que ce soit les parlementaires, enfin que ce soit le Sénat, parfois la ministre, mais un comité d'éthique peut demander un avis, un hôpital peut demander un avis, et donc le comité d'éthique se réunit. Et grâce à toutes ces personnes qui sont autour de la table, on essaye d'arriver vraiment à une décision qui est la plus juste possible, la plus proche possible de tout ce qui peut toucher toute une communauté. Et là, je dois dire que les Français nous envient, parce qu'en France, ils ont aussi un comité consultatif de Belgique, mais qui est dans les mains de grands experts scientifiques, comme si les savants détenaient vraiment la vérité en termes de bioéthique. Et donc en France, les comités de bioéthique sont dominés par les experts scientifiques et pas du tout par des psychologues ou des sociologues ou des juristes comme chez nous. Alors en 2001, l'Europe va faire une directive européenne qui est très très rigide, qui nous ennuie pour les études académiques, mais c'est quand même très important. Elle met les bases de ce qu'on appelle les bonnes pratiques médicales avec l'OMS pour les études européennes qui s'adressent à l'expérimentation des médicaments. Cette directive va être implémentée en Belgique en 2004, mais la loi sur l'expérimentation humaine en Belgique ne touche pas seulement les médicaments, elle touche aussi tout ce qui est thérapie cellulaire, elle touche aussi tout ce qui est utilisation de nouvelles techniques de radiologie, d'imagerie. Enfin, c'est une loi qui a été élargie par rapport à ce que la directive européenne. Et puis il y a aussi une loi sur les manipulations de l'embryon. Et comme en Belgique, vous avez entendu qu'on est assez ouvert à la recherche, ils ont immédiatement mis ce qu'on appelle en place un comité de protection de l'embryon, pour la bonne raison que les juristes n'avaient pas de loi, de législation pour l'embryon, puisque ça n'était pas une personne physique au sens du terme juridique qui devait bénéficier des lois. Alors là, c'est illisible, mais c'est délibéré. C'est simplement pour vous montrer que sur les 50 avis du comité consultatif qui ont été émis depuis que le comité existe, un tiers est consacré à la problématique des cellules souches, l'embryon, le clonage, le sang de cordon. Je n'ai pas le temps de rentrer, mais ces avis précèdent en général des lois très importantes, comme la transplantation d'organes, l'utilisation des cellules embryonnaires pour la recherche. Donc en Belgique, on a l'autorisation de travailler sur les cellules d'embryon du moment qu'elles ont pas plus que 2 semaines. 2 semaines, c'est parce que la 3e semaine se développe le cerveau, et donc on estime qu'on peut travailler sur les 2 premières semaines. Il donne l'autorisation pour le clonage thérapeutique, mais pas le clonage reproductif. Je vais y revenir à ces définitions. La loi, je vous l'ai dit, sur l'expérimentation, très importante aussi. La banque de matériel de corporel humain en 2009, et depuis en juillet 2012, une nouvelle révision de la loi sur l'expérimentation, sur l'embryon, sur n'importe quel tissu, dans lequel on insiste sur la qualité, traçabilité, le fait que ça doit être volontaire, non rémunéré, le fait que ce soit des décisions collégiales. Donc tout ça devient très très strict sur le plan juridique. Alors pourquoi est-ce que ces cellules souches soulèvent tellement de questions? C'est parce que c'est un des domaines les plus prometteurs de la biologie. Et je dis toujours à mes étudiants qu'on a une chance incroyable aujourd'hui de vivre une période où la science avance, grâce à Internet, l'information scientifique circule à une vitesse comme on n'a jamais connue auparavant. Et donc la médecine explose et les perspectives thérapeutiques explosent. Je crois que vous l'entendez tous les jours dans les médias. Mais c'est bien là le problème, c'est que les innovations techniques ou scientifiques avancent tellement vite que souvent les médias sont fascinés par l'innovation. Et donc, même si ces innovations ne sont pas validées, il y a une tendance à ce que vous entendez des patients qui vont en Autriche ou dans les pays de l'Est se faire injecter des cellules souches parce qu'ils sont paraplégiques. Vous entendez des joueurs de football qui mettent le cordon de leur bébé dans une bande pour réparer leurs genoux. Donc on entend des tas de choses qui sont liées au fait que les médias donnent énormément d'importance à toutes ces nouveautés et qu'ils sont fascinés. Et puis, bien sûr, il y a aussi les problèmes financiers. Donc toute cette recherche sur les cellules souches a un impact financier potentiel très important avec la thérapie cellulaire, et donc il y a parfois la course au financement qui fait qu'on veut aller trop vite, donc on doit mettre des garde-fous pour que la science n'aille pas plus vite que la raison. Alors la nature de ces questions, c'est leur origine, donc il y a beaucoup moins de problèmes avec les cellules adultes bien sûr qu'avec les cellules embryonnaires, et les cellules fœtales ou de cordon ne posent pas trop de problèmes. Les méthodes pour les recueillir, vous avez vu, des embryons, on peut les récolter parce qu'ils n'ont pas été utilisés dans une fécondation in vitro, mais vous pouvez aussi imaginer qu'on fait des embryons pour la recherche, ce qui n'est pas impossible en Belgique, à condition de le justifier.
Donc les propriétés, la brevetabilité, la commercialisation. Je vais vous donner quelques exemples cellule par cellule. Alors, j'ai repris un schéma pour vous rappeler ces vilains termes de cellules totipotentes et pluripotentes. Donc la cellule totipotente, ça c'est vraiment, vous voyez ici mon petit ovule fécondé qui se divise, et donc les premières divisions jusqu'à 10 cellules, vous êtes capable de prendre une cellule et de redonner un embryon. Donc ça c'est vraiment des cellules sur lesquelles on travaille quand on travaille sur les cellules embryonnaires. Alors il y a les cellules pluripotentes, donc qui sont plutôt les cellules fœtales ou embryonnaires, mais qui donnent déjà différentes cellules dans un tissu. Donc les cellules embryonnaires qui sont au niveau de la blastula, donc c'est quand on a déjà une différenciation entre les cellules qui vont donner l'embryon et les cellules qui vont donner tout ce qui est autour de l'embryon. Et puis vous avez ces cellules souches induites dont on parlera un tout petit peu puisque c'est l'objet du prix Nobel. Les cellules multipotentes, ce sont les cellules que je connais le mieux parce que ce sont les cellules hématopoïétiques notamment qui sont capables de donner les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, et donc elles sont appliquées déjà en routine dans toutes les greffes de moelle. On est capable de greffer cette cellule multipotente et de recréer une moelle qu'on a détruite par la chimiothérapie ou par l'immunothérapie. Elles sont aussi utilisées, vous l'avez entendu, dans les greffes de peau. Donc ce sont des cellules capables de générer tout un tissu. Et puis vous avez les cellules progénitrices, donc ça ce sont des cellules qui sont déjà engagées dans leur différenciation vers les globules rouges, vers les plaquettes. Et puis dans la moelle osseuse des patients, on a cette cellule qui sert aux greffes de moelle. Donc on a découvert une petite cellule dont vous avez entendu parler par les différents orateurs de la semaine passée, avec des cellules mésenchymateuses qui ont un potentiel incroyable et qui ont donné évidemment tout cet espoir de la médecine régénérative qui passionne le citoyen. Et vous retrouvez là le nom de Prométhera de la société du professeur Sokal. Donc ces cellules mésenchymateuses qui sont les cellules adhérentes de la moelle osseuse, il y a 10 ans, personne ne se préoccupait de ces cellules. Au contraire, à la limite, on les jetait. Ce qui nous intéressait, c'était les globules rouges, les plaquettes et les cellules souches. Ces cellules mésenchymateuses, si on les met dans des milieux adéquats, eh bien, on est capable de faire du cartilage, ça c'est bien au point. On est capable de faire des cellules graisseuses, on est capable de reconstituer de l'os, vous avez entendu la semaine passée. Donc, on pense qu'on est capable de refaire du muscle, mais bon, le muscle cardiaque, vous avez entendu, c'est pas encore tout à fait au point. Et les hépatocytes, c'est aussi un travail qui est en cours chez le professeur Sokal, qui est très très prometteur. Donc ces cellules adultes qui sont dans la moelle osseuse, donc très faciles à aller chercher, ont un potentiel pour la médecine régénérative incroyable. En plus, on leur a trouvé des propriétés immunosuppressives. Donc ce sont des cellules qui favorisent l'implantation de la greffe chez les donneurs, dont des cellules extrêmement importantes. Alors, est-ce qu'il y a un problème éthique avec ces cellules souches de l'adulte ? Donc ici, vous avez mes petites cellules mésenchymateuses, donc ils sont capables de se différencier. Donc c'est la cellule du patient, c'est sa moelle, quand on prend ces cellules pour faire du foie ou pour faire du cartilage. Donc il n'y a pas vraiment de problème, puisque c'est lui qui décide si on prend ces cellules ou pas. On les différencie, on les utilise, et donc il n'y a pas vraiment de problème éthique lié à l'expérimentation, puisque c'est le patient qui donne son avis, mais bien sûr, on est lié à toute la réglementation sur l'expérimentation en général. Donc il n'y a pas de problème éthique sur la cellule, mais on rejoint le problème d'expérimentation sur les cellules en général. Et donc, vous avez entendu, on doit progresser à petits pas, on fait des études de différenciation, on fait des études de labo, puis on passe à la phase clinique, et puis on passe à une phase clinique randomisée. Et tout ça doit se faire avec information complète du patient, consentement libre et éclairé du patient, respect de l'intégrité, la dignité du patient, qualité scientifique du protocole et de l'expérimentateur, et un équilibre entre les risques pour le patient et les bénéfices escomptés par la recherche. Et donc tout ça est maintenant dans une loi depuis 2004, c'est que si on veut faire une expérimentation chez quelqu'un, il y a 5 principes qui sont incontournables. C'est la pertinence de l'expérimentation, être sûr que l'expérimentation a le but de faire progresser la science et parallèlement d'aider le patient. C'est la nature scientifique de l'étude, c'est-à-dire qu'on a une méthodologie rigoureuse et qu'on est certain qu'on arrivera à des résultats avec un échantillonnage suffisamment. Le principe de bienfaisance, qui veut dire qu'on ne peut faire peser des risques démesurés à un patient pour une étude, même si c'est pour faire des bénéfices pour la société. Le principe d'autonomie, donc ça c'est un vieux
principe qui date déjà de l'époque de Kant, pour ceux qui connaissent Emmanuel Kant et la philosophie de l'autonomie, de la raison et de l'universalisme. Donc l'autonomie est un principe très très défendu, en particulier par les philosophes, où le patient doit toujours donner son consentement libre et éclairé. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, toujours n'importe quelle expérimentation ne peut pas être décidée par une personne seule. Il faut une décision collégiale et puis l'accord du comité d'éthique qui doit être totalement indépendant. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire de l'expérimentation dans une arrière-cuisine. Bon, ça laisse un petit peu moins de place à l'innovation, mais ce sont des garde-fous indispensables pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc je quitte les cellules adultes, je vais quand même vous donner quelques mots sur les questions éthiques des autres cellules. Donc vous avez les cellules souches fœtales, donc ça ce sont les fœtus qu'on récupère dans des avortements, soit des avortements thérapeutiques, soit des avortements spontanés. Alors en principe, il n'y a pas beaucoup de problèmes éthiques avec l'utilisation de ces cellules, à condition que l'expérimentation qu'on veut faire avec la cellule ait été validée par un comité d'éthique et que la maman ait donné son accord pour que les cellules souches fœtales récupérées après l'avortement soient utilisées pour de la recherche. Donc on ne pourra jamais faire de la recherche si la maman n'a pas donné son accord, et on ne peut jamais faire un avortement parce qu'on a besoin d'un fœtus, évidemment. Donc c'est toujours d'abord la décision d'avortement et puis la demande à la maman d'utiliser ces cellules pour la recherche. Donc il faut un consentement informé, et la décision de fin de grossesse doit être prise avant que l'on ne parle de recherche sur les tissus fœtaux pour la recherche. Alors dans le même ordre de cellules, donc il y a les cellules du sang de cordon. Donc le sang de cordon ombilical est une source de cellules souches qui est extrêmement importante parce qu'à la naissance, les cellules migrent entre le foie et les os. Et donc le sang de cordon est extrêmement riche en cellules souches comme dans la moelle osseuse. Et donc aujourd'hui, on a des banques de sang de cordon qui sont à la fois publiques ou privées dans le monde. Et occasionnellement, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser des cordons pour un enfant malade dans la famille. Donc alors, je vous demandais s'il faut les mettre dans des banques privées ou dans des banques anonymisées publiques, avec des financements publics. Aujourd'hui, on n'a aucun argument pour dire que c'est un intérêt de mettre le sang de cordon de son bébé dans une banque où les parents vont payer à vie, alors que les banques publiques existent avec des financements publics. Alors pourquoi on n'a aucun intérêt ? Bien voilà les avantages du cord blood banking public, c'est qu'il est basé sur la solidarité. Donc les mamans qui acceptent de donner leur sang de cordon à la naissance, on a des gynécologues qui travaillent pour les 3 grosses universités francophones qui ont travaillé dans le cadre du Télévis. Maintenant c'est repris, le soutien financier est repris par la ministre de la Santé, donc Mme Monpelis a repris le financement de ces banques de sang de cordon. Solidarité, les bénéfices de ce sang de cordon sont prouvés. Les endroits qui récoltent les sangs de cordon ont des certificats de qualité, ont des agréments internationaux, donc ça garantit la qualité du produit. Ce ne sont pas des organismes dont le but est de faire du profit, et c'est utilisé avec l'argent public. Il y a une continuité, donc si jamais votre banque, vous n'avez plus d'argent, eh bien il y a un contrat qui fait que c'est l'université à côté qui va récupérer. Donc on ne va pas jeter le sang de cordon de vos bébés. S'il n'y a plus d'argent pour payer la banque, il y a un contrat qui fait que c'est repris par une autre banque publique. C'est évidemment accessible à tous et on a un registre national aujourd'hui, international, qui donne accès au cordon de toutes les banques publiques dans le monde. Alors à côté de ça, on a les banques privées. Est-ce que ça a un intérêt ? Donc, ça voudrait dire que la greffe autologue est meilleure que l'allogreffe, donc il vaut mieux faire des greffes avec son propre cordon qu'avec des greffes d'un donneur, ce qui est faux. Les bénéfices ne sont absolument pas prouvés. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la qualité et la traçabilité de tout ce qui se fait dans ces banques privées, pour la bonne raison que comme ce sont des organismes privés, leur but c'est de faire du profit. Et donc si vous avez un sang de cordon qui a 20 millilitres avec lequel on ne pourra jamais faire une greffe ou jamais faire quoi que ce soit, et bien dans la banque privée, ils vont le prendre parce que la maman va payer pendant 30 ans où l'enfant va payer. Donc ils vont prendre des cordons avec lesquels on ne pourra même jamais rien faire. Évidemment, on est dans une société démocratique. C'est tout à fait anormal qu'on ait un système à 2 vitesses avec des mamans qui vont pouvoir payer pour leur cordon et d'autres qui ne vont pas pouvoir payer pour leur cordon. Et en plus, il n'y a pas de registre. Donc, pour toutes ces raisons, plusieurs pays ont pris des attitudes très claires. Donc, la communauté européenne, qui n'a pas beaucoup
de pouvoir en termes de régulation éthique, ça il faut bien le dire, a demandé que ces banques de sang de cordon aient nécessairement un agrément qui justifie la traçabilité, qui justifie la qualité des cordons. Donc les recommandations européennes, c'est qu'on peut faire une banque privée ou publique, mais qu'on doit avoir les critères de qualité. La Belgique a été très stricte, on ne peut faire une banque de sang de cordon que si elle est liée à une instance académique et si on respecte tous les contrôles de qualité des agréments internationaux. Donc aujourd'hui, on n'a plus que des banques de sang de cordon attachées à des universités. L'Italie et la France ont été encore plus strictes, ça ne doit même pas être une banque. Donc on pourrait imaginer en Belgique une banque privée attachée à une université. En Belgique, on pourrait l'imaginer. En France et en Italie, là, ils ont été catégoriques. Il n'y a pas de place pour les banques privées, uniquement publiques, avec des financements publics. Et aux États-Unis, là, ils sont encore plus laxistes. Là, il suffit que le FDA soit au courant qu'il y a une banque de sang de cordon pour qu'il puisse le faire. Et donc, ça a un retentissement sur les banques. Donc, par exemple, ici, voilà la banque de sang de cordon qui est abordée pour l'ULB. Vous voyez qu'on a essentiellement 95% de cordons anonymisés dans la banque publique et on a 5% qui sont des cordons dirigés parce qu'il y a des enfants malades dans la famille. On n'a absolument pas de cordons qui sont pour des enfants pas malades. Alors, si vous regardez dans le monde, ce n'est pas du tout comme ça. Vous avez en bleu les banques privées et ici en mauve les banques publiques. Donc en Europe, il existe les deux systèmes, donc, mais une majorité de banques publiques, mais il y a quand même des banques privées. Et alors en Allemagne, en Angleterre, on a des banques qui ont les deux systèmes. Vous avez à la fois le privé et à la fois le public. Et comme ce sont des banques plus riches, c'est vrai que ça garantit un fonctionnement public qui n'est pas si mauvais que ça. Donc c'est peut-être pas tout à fait mauvais d'avoir les deux, mais en général, c'est les banques publiques. Si vous regardez en Asie, donc, vous avez un équilibre entre les banques publiques et les banques privées. Aux États-Unis, vous avez 2 mamans sur 10 qui mettent dans la banque anonymisée et 8 mamans sur 10 qui vont mettre dans la banque privée. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, la solidarité n'est pas ce qui domine et donc ils ne peuvent pas lutter. Et l'Australie a également un déséquilibre entre les banques publiques et les banques privées. Ça pour vous montrer que l'éthique n'est pas uniquement liée à la religion, puisque là vous avez des problèmes qui sont simplement liés à l'égoïsme des personnes. Question éthique liée aux cellules souches embryonnaires, on ne va pas beaucoup en parler, il y en a énormément, c'est un débat qui suscite les passions, parce que ce sont des cellules avec des embryons, que le statut de l'embryon n'est pas clair, que pour travailler sur l'embryon on doit arrêter son développement, on doit parfois le détruire, donc on touche à la vie, c'est quelque chose. Et l'embryon ne peut évidemment jamais être utilisé comme une matière première et commercialisée. Donc il y a énormément de problèmes, mais je ne vais pas vous en parler. Par contre, je dois vous parler des cellules souches qui sont induites, parce que donc ça c'est l'objet du prix Nobel. Donc on avait en 1996 eu une petite brebis clonée à partir d'une brebis où on avait pris une cellule de la peau, on l'avait pris son potentiel génétique, donc toute l'information génétique, et on l'avait mis dans un ovule dont on avait enlevé le noyau. Et on s'était rendu compte que l'ovule avait la machinerie pour mettre en route donc la différenciation de cette cellule de peau. Et donc tout le monde connaît l'histoire de Dolly, donc, qui malheureusement a vécu moins longtemps, était un plus grand, et c'est très 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 difficile à reproduire. On a dû faire, je crois, 600 expériences pour avoir la petite brebis. Chez l'homme, ça n'a jamais fonctionné. Et donc ça, c'était l'anglais, la technique démontrée par l'anglais. La technique démontrée par le japonais, c'est en fait, donc on a pris aussi des cellules tout à fait matures dans la peau, mais au lieu de les mettre dans un ovule, il avait étudié quelle était la machinerie qui se mettait en route quand on mettait dans l'ovule. Il avait trouvé 4 gènes, seulement 4 gènes. On transfecte avec ces 4 gènes et on réveille tout le potentiel, tout notre patrimoine génétique se réveille, alors que ces cellules avaient plein de gènes qui étaient devenus silencieux avec la maturation. Et donc, ils ont démontré qu'on pouvait faire des cellules neuronales, des myocytes, des cellules, des hépatocytes. Donc, les applications potentielles, je dis bien potentielles, parce qu'on est tout au début du développement, des applications cliniques dans toutes sortes de maladies neurologiques, leucémie, diabète. On peut utiliser des organes pour étudier des toxicités de drogue, on peut faire du foie pour étudier la toxicité de médicaments sur le foie. On peut imaginer qu'on va pouvoir faire des produits sanguins, on n'aura plus de donneurs. Mais donc, tout ça est encore à son stade tout à fait débutant. On ne sait pas si ces cellules qu'on va transfecter, le jour où on les donnera à l'homme, ne vont pas se mettre à proliférer. On ne sait pas si elles ne vont pas donner des tumeurs un jour. Donc c'est un domaine extraordinairement passionnant,
mais on doit effectivement mettre des garde-fous pour travailler sur ces cellules. Alors le Vatican, vous avez peut-être lu dans Le Soir, est très content parce qu'ils disent que ces cellules vont éviter la recherche sur l'embryon. Donc là, je vous dis tout de suite non, parce que c'est des cellules différentes et il ne faut absolument pas bloquer, en Belgique ça ils l'ont compris, pas bloquer la recherche sur l'embryon, on a besoin que cette recherche continue. Alors il reste deux termes, clonage thérapeutique et clonage reproductif, puisqu'on est dans les cellules tout à fait souches ou à partir d'une cellule. Si vous prenez dans les premières divisions, vous avez 2, 4, 8, si vous prenez dans les premières divisions, vous prenez une cellule, vous pouvez reproduire à l'identique. C'est ce qu'on appelle le clonage reproductif, donc on est capable de reproduire un organisme. Ça, c'est quelque chose qui est totalement interdit dans le monde entier, même en Belgique. Il n'est pas question de faire de la recherche, en tout cas de la recherche connue, avec des financements connus sur le clonage reproductif. Alors par opposition, on a parlé du clonage thérapeutique, qui n'est pas la reproduction à l'identique d'une cellule ou d'un embryon, mais qui est la différenciation, clonage thérapeutique, de façon à pouvoir aider à guérir des tissus. Alors il y en a qui ont dit que le clonage thérapeutique, si on le permettait, c'était la porte ouverte au clonage reproductif. Bien sûr que non, ce n'est pas du tout la même recherche. Alors il ne faut pas non plus dire que c'est parce qu'il y a des barrières à ne pas franchir que nécessairement il y a des gens qui vont essayer de les franchir. Je crois que ça n'est pas vrai, et ce n'est pas parce qu'il y a des personnes irresponsables qu'on doit nécessairement empêcher la recherche pour les personnes responsables. Donc le clonage reproductif, reproduire, c'est totalement interdit. Par contre, le clonage thérapeutique, celui-là n'est pas du tout interdit. Vous avez entendu tout ce que fait le docteur Blangy, le docteur Secal, même le docteur Blancpain, et le troisième, c'était Van Overskelde. Donc ce sont en fait essayer de guérir des tissus. Alors il vient d'y avoir une grosse réunion du comité national de l'UNESCO, de bioéthique, qui vient d'écrire un article disant qu'on doit absolument rayer de la carte ce mot clonage. Et donc vous n'entendrez bientôt plus parler de clonage thérapeutique, parce qu'en fait ce n'est pas du clonage, et donc ce mot va disparaître dans les textes de loi et dans les articles scientifiques. Donc c'est un domaine en pleine expansion qui donne beaucoup d'espoir. Malgré tout, ça évolue très très vite. On met des garde-fous en place, mais chaque loi, chaque réunion du comité va devoir évoluer avec l'évolution des connaissances dans le domaine. Donc même aux États-Unis, où Bush avait interdit la recherche sur les cellules embryonnaires et les cellules souches, donc Barack Obama s'est rendu compte de la perspective et du retard que les Américains allaient prendre. Et vous devez savoir qu'aux États-Unis, le financement public est lié aussi à ce que les gens pensent. Donc comme les Américains étaient contre la recherche, il n'était pas question de financer avec des biens publics, et notamment au NIH, qui est un organisme qui reçoit tous ces financements du gouvernement. On ne pouvait pas faire de recherche, et donc ça a été levé il y a peu de temps par Obama. Alors, voilà, j'arrive à la fin. Donc, en 30 ans, finalement, la bioéthique a toujours essayé de mettre des garde-fous au progrès de la science, mais qui, malgré tout, font partie du fait que notre société est de meilleur en meilleur, avec une connaissance des maladies, la possibilité de guérir de plus en plus de maladies. Mais il est extrêmement important d'éviter les dérapages, comme je vous l'ai dit, de ne pas laisser la porte ouverte. Et alors dans un livre que certains d'entre vous ont peut-être lu, La génétique du péché originel, donc Christian de Duve, je termine avec un autre prix Nobel de médecine, a écrit un livre effrayant où il montre que l'homme, avec son cerveau et avec son génie, est en train de construire l'instrument de sa destruction. Et donc il est extrêmement important que quand il y a des avancées scientifiques importantes, on mette en place des balises, parce que la sagesse, comme il le dit, n'est pas toujours inscrite dans nos gènes. Et je terminerai là-dessus. Et je vous remercie pour votre attention.